marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM, la radio de la résistance et de la réinformation, et je suis bien sûr en compagnie de Youssef Indy. Youssef Indy, salut à toi. Salut, bonjour à tous. Youssef, avant d'évoquer les sujets que nous allons traiter dans cette émission, on peut parler brièvement de la sortie de ton dernier livre qui s'intitule « Guerre des États-Unis contre l'Europe », qui vient de sortir. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors c'est un livre, donc le titre complet c'est « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État ». C'est un travail de fond qui propose en fait une double analyse. La première partie est consacrée à la nature de ce que j'appelle l'hégémon états-unien et de son rapport à l'Europe. Pas seulement un rapport de vassal à suzerain, bien plus que cela, mais un hégémon qui est en cours de décomposition et dans sa chute, il est en train d'entraîner l'Europe qu'il détruit. Et dans la seconde partie, j'analyse ce phénomène historique sous un autre angle, c'est-à-dire celui de l'État dans la guerre civile mondiale provoquée par les États-Unis. Donc c'est un livre très dense avec plusieurs thèses que vous découvrirez. Donc c'est un livre qui est disponible à la vente des aujourd'hui. Oui, il est déjà disponible. Déjà disponible à la vente, que vous retrouverez très bientôt disponible sur contreculture.com, mais vous pouvez déjà acheter si vous le voulez sur Amazon. À la librairie Vincent. Bien entendu. À la librairie de Lorient dans le 5e arrondissement en face du Institut du monde arabe. À la librairie Al-Bourak dans le 11e arrondissement. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur le site de la librairie de Lorient.fr. Voilà. Et j'ajoute que tu seras en tournée dans les différentes sections locales d'égalité et réconciliation. Alors, j'ai une conférence avec Pierre Hillard le 27 mai à Colmar, conférence débat. Ensuite, à Nantes le 17 juin et à Nice le 1er juillet. Puis, je reprendrai, si Dieu veut, à la rentrée à partir de septembre. Comme d'habitude, les communications seront faites sur le site internet d'égalité et réconciliation. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de la section locale pour y participer. Voilà. Youssef, aujourd'hui, on voulait évoquer tes deux derniers articles que tu as signés pour la rédaction d'égalité et réconciliation. Articles où tu n'y vas pas de main morte et tu attaques franchement, tu désignes franchement l'ennemi qu'on pourrait appeler le monde de la finance et la banque. Oui, on peut dire cela. Alors, dans l'avant-dernier article qui a pour titre Le peuple contre la banque, je commence par une citation de l'économiste Gaël Giraud, qui a été attaqué très violemment. Donc, Gaël Giraud, qui est un économiste tout à fait mainstream, qui a un docteur en économie, théologien, qui enseigne aux États-Unis, etc. Bref, chercheur au CNRS, et qui a été attaqué très violemment dans la règle du jeu, Le Monde, etc., parce qu'il a déclaré lors d'un entretien à Thinkerview, accordé à Thinkerview, que Emmanuel Macron n'était qu'un enfant soldat de David de Rothschild et que ce même David de Rothschild avait un projet eschatologique qui consiste à privatiser le monde. Donc là, on est dans... on est dans le méta-complotisme. Je ne sais même pas si je l'aurais osé, celle-là. Il faisait un parallèle très, très marquant avec les enfants d'Afrique, les enfants soldats à qui on demande de tuer leurs parents. Voilà, pour qu'ils brûlent tous leurs vaisseaux et qu'ils n'aient plus rien à perdre. Il fait le parallèle entre ces enfants soldats et Emmanuel Macron. Alors peut-être qu'il a des informations précises sur la vie et la famille d'Emmanuel Macron, mais on laissera chacun tirer ses conclusions. Donc, il a été violemment attaqué. Et dans cet article, donc, j'explique, je fais, disons, l'exégèse du propos de Gaël Giraud. Parce que quand Gaël Giraud parle de projet eschatologique de David de Rothschild, eh bien, ça mérite explication. Ce que je fais, je ne vais pas
faire la démonstration, l'explication, l'exégèse ici. Je renvoie les auditeurs à l'article et ils verront que c'est tout à fait c'est très détaillé. J'explique ça de façon détaillée pour entrer dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'énième attaque de la finance contre le peuple français et la réforme des retraites. Avec la réforme des retraites qui a été voulue, ordonnée par BlackRock, notamment lors de la visite de Larry Fink, donc le PDG de BlackRock, en France en 2017 à l'Élysée. On lui a ouvert les salons privés de l'Élysée et il s'y est rendu avec plusieurs cadres de BlackRock. C'était donc après le début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Et après cette visite, devant des ministres qui passaient comme des écoliers devant le PDG de BlackRock, une note a été produite par BlackRock avec, en somme, le projet de retraite tel qu'il est plus ou moins appliqué aujourd'hui. Donc une capitalisation, etc. En gros, pour la faire courte, pour exposer l'épargne des Français à la rapacité du monde de la finance. Donc, quand Gaël Giraud dit que Emmanuel Macron est l'enfant soldat de Rothschild, il n'a pas tort, parce que Emmanuel Macron, en un mandat, a fait exploser a augmenté la dette publique de 600 milliards d'euros. Donc, on est passé de 2600 milliards d'euros de dette à 3200 milliards d'euros de dette. Une dette que Jacques Attali demande à ce que les Français payent cette dette. Il l'a fait à plusieurs reprises. La citation est dans cet article-là ou dans le deuxième, parce que là on parle de deux articles, mes deux derniers articles. Donc il dit en gros, les Français doivent rembourser, donc il dit 3 fois de suite, ils doivent rembourser parce qu'ils ont élu démocratiquement leurs dirigeants. Ces dirigeants ont contracté la dette et donc les Français doivent payer cette dette. Or, le même Jacques Attali nous dit quelque temps plus tard qu'il est celui qui a inventé Emmanuel Macron. Donc on apprend par Emmanuel Macron qu'il est la couverture de David de Rothschild, il l'a déclaré. On apprend par Jacques Attali qu'il est celui qui a inventé Emmanuel Macron. Donc ça fait d'Emmanuel Macron l'enfant de David de Rothschild, de Jacques Attali, mais aussi d'Alain Minc, il ne faut pas l'oublier, parce qu'Alain Minc affirme que c'est lui qui a présenté Macron à David de Rothschild, et c'est ensuite, par l'intermédiaire de Jacques Attali, que Macron s'est retrouvé secrétaire général de l'Élysée, etc. Et puis Macron a fait fortune chez Rothschild, il est devenu millionnaire grâce à Rothschild. Voilà. Donc on a clairement les protagonistes qui nous disent que Emmanuel Macron est un homme de la finance, qu'il sert à la finance. Et cette même finance utilise l'appareil d'État français pour mener la guerre aux Français. Donc, dans mes deux articles, j'y reviens, je refais l'histoire économique et sociale de la France depuis les années 80, donc les années Mitterrand. N'oublions pas que ce même Jacques Attali a été le conseiller de François Mitterrand et qu'il a accompagné ces réformes néolibérales qui ont contribué à détruire la classe ouvrière française, puis ensuite la classe moyenne française. Le fameux tournant de la rigueur de 84, avec l'arrivée de 83. De 83. Donc, Jacques Attali est co-responsable, puisqu'il a été le conseiller de François Mitterrand, même de l'époque Chirac, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, et il est celui qui aurait inventé Emmanuel Macron. Donc, Jacques Attali est un des responsables premiers de la catastrophe économique et sociale dans laquelle se trouve la France aujourd'hui. Donc, voilà pour le panorama général. Oui, et ce constat de désigner la finance comme ennemi du peuple a été fait notamment par un ancien président, François Hollande, dans un discours connu. Voilà. Alors, pour ne pas m'exposer moi-même, je cite François Hollande, qui, durant la campagne présidentielle, la seule et unique campagne présidentielle à laquelle il a participé, donc c'était en 2012, il avait déclaré que son adversaire était la finance,
Il a dit il n'a pas de visage, il n'a pas de nom, il ne se présentera pas à une élection et pourtant il gouverne. Donc un futur président de la République qui nous dit que la finance gouverne, mais il a raison de le dire, que c'est son adversaire. Donc le peuple français peut se dire que tiens, la finance est son ennemi, et ce même François Hollande est quand même celui qui a servi la finance durant son mandat et qui a été celui qui a pris Emmanuel Macron sous son aile à l'Élysée et qui l'a placé à la tête du ministère de l'économie. Oui, tout à fait. Et les manifestations contre la réforme des retraites ne s'y trompent pas, avec de plus en plus de constats contre la finance, notamment l'irruption des manifestants au siège de BlackRock. Oui, alors les manifestants opposés à la réforme des retraites ont pénétré dans le siège social parisien de BlackRock. Bon, ils n'ont rien cassé, mais c'était, disons, une attaque symbolique. Mais ça a fait le tour du monde. Hein. Oui. Dans toutes les agences de presse, ça a été relayé. C'est un peu comme brûler une effigie, Symboliquement, c'était très fort. Voilà. Et vous avez eu aussi, je crois, sur BFM TV, un restaurateur qui a déclaré, donc je crois qu'il était en direct, et qui a déclaré que cette réforme des retraites était la réforme de BlackRock et que Emmanuel Macron n'était rien d'autre que le pantin de Rothschild et qu'il était là pour servir la finance à la fois Rothschild et BlackRock. Donc le peuple français en tout cas une partie du peuple français, a désigné son ennemi. C'est pas moi qui désigne l'ennemi, là c'est le peuple français qui le fait. Voilà. Et un ancien président. Voilà. Mais quand tu parles de guerre de la finance contre le peuple, donc bien sûr tu évoques cette réforme des retraites, mais il n'y a pas que ça. On peut bien sûr parler de l'incroyable épisode Covid, de ces campagnes de vaccination quasi obligatoires, hein, et les statistiques en fait sur la mortalité et la baisse de la natalité qui sont très inquiétantes en Occident. Oui, alors l'oligarchie qui a conseillé Emmanuel Macron, je pense par exemple au cabinet McKinsey, dont le fils de Laurent Fabius occupe une place importante. Son père valide à la tête du Conseil constitutionnel une politique sanitaire appliquée par Macron sous les conseils de son propre fils. Voilà, donc c'est quand même c'est édifiant. Ils ont martyrisé les Français durant cette période, les adultes comme les enfants, je ne parle même pas des retraités. Ils ont détruit l'économie et pour finir, ils ont quasiment contraint la population à s'injecter un produit expérimental. Alors je rapporte dans l'article, comme je l'avais fait dans mon précédent ouvrage, Covidisme et Messianisme, les chiffres de la NSM, donc officiels, des cas d'effets secondaires déclarés. Je dis bien déclarés. Donc, imaginez le nombre de Français qui ont été victimes des effets secondaires sans les avoir déclarés à l'Agence nationale pour la santé et le médicament. Les chiffres, c'est à peu près 195 000 cas déclarés. Et sur ces 195 000 cas déclarés, il y a 25% de cas graves. Voilà. Sans parler d'autres chiffres que je rapporte, c'est-à-dire l'augmentation du taux de mortalité chez, par exemple, les Français de 18 à 24 ans, sans parler de la chute de natalité et des centaines de milliers de morts, par exemple, en Grande-Bretagne, inexpliquées. Récemment, on a eu un article dans les médias mainstream rapportant un nombre incroyable de morts en Grande-Bretagne inexpliquées. Je ne parle même pas des crises cardiaques, etc., des athlètes de haut niveau. Donc, on pourrait arriver à la conclusion qu'il y a une guerre économique, sociale, mais aussi une guerre physique, une guerre à mort, à petit feu contre les peuples, et notamment contre le peuple français. Et d'ailleurs, à ce titre-là, les meilleures ventes de livres sur Amazon sont des livres très critiques sur la gestion du Covid et sur ces vaccins ARM. Donc on voit bien qu'en France, une prise de conscience commence à s'opérer et qu'une colère commence à gronder, d'où l'intérêt pour l'oligarchie de mettre en avant peut-être des oppositions autorisées, entre guillemets. Voilà, on en arrive à mon dernier article, le thème de mon dernier article. Qu'est-ce que l'opposition autorisée ? Quelle est la situation ? On est dans un système oligarchique qui a pris les rênes de l'État et qui a transformé cet État en système totalitaire.
abolition de l'état de droit. C'est d'ailleurs un des thèmes que j'aborde dans mon dernier livre. 49.3. Oui, entre autres choses, mais aussi l'état d'exception permanent depuis 2015, état d'exception terroriste, état d'exception sanitaire, l'exécutif en roue libre qui a géré, par exemple, à l'Élysée la période, la crise covidienne. Conseil de défense sanitaire. Voilà, donc totalement opaque. Une abolition de l'état de droit, comme je le disais, c'est-à-dire l'utilisation de la police, non pas pour protéger le peuple, mais pour défendre les intérêts particuliers d'une oligarchie contre le peuple. C'est pour ça que j'ai contredit Éric Zemmour quand il a déclaré qu'il ne peut pas y avoir de violence policière puisque l'État a le monopole légitime de la violence. Et là, je l'ai repris en disant non. Le monopole légitime de la violence de l'État, c'est l'utilisation de la police, de la violence, pour protéger le peuple contre un ennemi intérieur ou un ennemi extérieur. Ce n'est pas l'utilisation de la police contre le peuple. Bref, non. Donc c'est la situation actuelle. Mais on est toujours dans un narratif démocratique. Et ça empire, hein. Notamment, on l'a vu dernièrement avec les mesures prises par Darmanin pour empêcher certaines réunions, notamment l'hommage à Dominique Vénère, essayer d'interdire aussi les hommages de l'AF pour Jeanne d'Arc, notamment l'Institut Iliade, hein, qui s'est vu aussi refuser de tenir sa réunion. On voit bien que là, on commence vraiment à pencher, à arriver à un état vraiment totalitaire. Oui, on l'a vu pendant le Covid où on nous disait quand est-ce qu'on devait sortir de chez nous, dans quel rayon on devait se balader, combien de temps on pouvait rester dehors, on devait mettre des masques, des muselières dans la rue, quand est-ce qu'on devait ouvrir ou fermer nos commerces. Là, on a eu l'illustration de l'état d'exception dans toute sa splendeur et de l'état totalitaire. Donc, mais malgré tout cela, on est toujours dans un narratif démocratique. Donc, on doit quand même maintenir l'illusion de la liberté d'expression, de la démocratie, etc. Et c'est là qu'intervient l'opposition autorisée. Et là, quand je parle de démocratie, de liberté d'expression, ce qu'on remarque, par exemple, quand on écoute un des grands représentants de l'opposition autorisée, à savoir André Berkoff, c'est ce qu'il nous dit. Là encore récemment, il a invité à son émission François Asselineau et il a répété nous sommes quand même en démocratie, nous ne sommes pas en Corée du Nord, ce n'est pas une dictature et la liberté d'expression, etc. Donc c'est une soupape. Ces gens-là constituent une soupape qui permet à cet état totalitaire de perdurer tout en faisant croire qu'on est dans un système démocratique où on peut critiquer le pouvoir, etc. Or, ce que je remarque quand j'écoute par exemple André Berkoff, c'est que il attaque, il vocifère contre Emmanuel Macron, il vocifère contre Véran, donc il attaque violemment des employés, mais quand il reçoit Jacques Attali, son ami de plus de 40 ans, à son émission, quand j'écrivais mon article, il l'avait reçu 2 fois. Et là, depuis que mon article est sorti, il l'a réinvité une 3e fois. Et quand il l'invite, c'est du cher ami, vous êtes le pipi de la Mirandole, vous êtes... Il y a des gens qui vous n'aiment pas, d'autres qui vous aiment. Moi, je fais partie des gens qui vous aiment. Donc, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, c'est une discussion très amicale, très sympathique. À aucun moment, André Berkoff, qui est censé représenter l'opposition au pouvoir trumpiste, conservateur, etc., à aucun moment, il n'attaque Jacques Attali, le globaliste. Jacques Attali, le conseiller de Mitterrand. Jacques Attali qui dit aux Français de rembourser la dette. Jacques Attali qui a contribué à détruire économiquement et socialement la France. À aucun moment, il ne l'attaque sur son bilan. Parce qu'en fait, Jacques Attali a un bilan. On nous dit, quand il y a un président sortant, quel est son bilan ? Mais Macron, il a un bilan de 6 ans, Sarkozy un bilan de 5 ans, etc. Bref, mais Jacques Attali, il a un bilan de 40 ans. Or, Jacques Attali ne se présente pas, comme le dit François Hollande, hein, c'est la finance qui ne se présente pas, mais pourtant elle gouverne. Et d'ailleurs, il se targue d'être même l'inventeur d'Emmanuel Macron qui, lui, gouverne. Donc, cette opposition autorisée, elle est là pour dévier la colère de sa course, c'est-à-dire qu'elle désigne un fusible.
Vous voyez, le Premier ministre est le fusible du président de la République et le président de la République est le fusible de la finance. Donc, on peut taper autant qu'on veut, comme le fait André Berkoff, sur François Hollande, sur Sarkozy, sur Macron, mais ça n'ébranle pas le système, puisque quand ils sont remplacés, eh bien, il y a un nouveau, donc il y a un remplaçant qui arrive et qui mène encore et encore la même politique pour la finance. Donc, le rôle de l'opposition autorisée est d'empêcher le peuple de désigner l'ennemi. Oui, oui, tout à fait. Et il y a une autre personnalité qu'on pourrait citer, c'est Idriss Berkane. Oui, alors je le cite lui dans l'article parce qu'il a un point commun avec Berkoff, c'est qu'il est plus ou moins proche de Jacques Attali, en tout cas suffisamment proche pour avoir été invité en 2017 à une conférence organisée par l'ONG de Jacques Attali, Global Positive Planet. Il est suffisamment proche de lui pour dire lors d'une interview accordée à Thinkerview, encore Thinkerview, en 2018, que, je cite, Jacques Attali n'est pas le Dark Vador qu'on nous présente en banlieue, qu'il il prend la défense de Jacques Attali parce que Jacques Attali aurait attaqué un islamophobe. Je précise quand même qu'à Berkane, ça ne l'a pas dérangé de rejoindre le Front populaire de Michel Onfray, qui lui a fait de l'islamophobie une activité quasiment à plein temps, à partir du moment où il s'est couché devant Tel Aviv, je referme la parenthèse, et de nous dire que, en fait, lui qui connaît Jacques Attali, il faut savoir que Jacques Attali n'est pas du tout le personnage qu'on s'imagine. Donc il nous assure, Idriss Berkane, que Jacques Attali est un gentil bienfaiteur qui n'est pas celui qui a un bilan catastrophique et qui le désigne comme responsable de la catastrophe en France. Et donc, toute cette opposition autorisée prépare-t-elle l'arrivée d'une opposition politique, elle aussi autorisée, qui serait sous la bannière d'Éric Zemmour ? Éric Zemmour, il a fait 7%, ensuite aux législatives, il s'est ramassé. Ce que je peux dire par rapport, en tout cas, à Idriss Berkane, c'est qu'il a quand même fait de la retape pour Éric Zemmour. Il a fait l'éloge d'Éric Zemmour lorsqu'il a été invité par Livre Noir, qui est le média qui a beaucoup défendu Éric Zemmour pendant la campagne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre derrière Éric Zemmour. Mais ce qu'il faut préciser, ce qu'il faut dire là par rapport à Berkoff, c'est important et ça vaut aussi pour Berkane, c'est que Berkoff, j'ai fusionné les deux. Berkoff est à la jonction de deux réseaux qui apparemment sont totalement opposés. Le réseau Jacques Attali, comme le rapporte Fait et Document, qui est proche de Berkoff depuis 1976 quand même, depuis très longtemps, à l'époque où Jacques Attali était le bras droit de Rothschild au Fonds juif unifié. Donc il est à la fois proche de Jacques Attali, le globaliste, celui qui dit qu'un pays est un hôtel, et proche de Goldnadel, qui est un pro-israélien avéré, grand défenseur d'Israël, pour pas dire un agent d'Israël, proche de Meir Habib et de Netanyahou. Donc il est à la fois proche des globalistes et des néoconservateurs likoudniks. C'est comme s'il était à la fois l'ami de George Soros et de Netanyahou. Ça peut paraître comme ça totalement contradictoire, mais en fait, il est le représentant de cette double tenaille sur la France, à la fois globaliste et néoconservatrice. Absolument opposé ni à l'un ni à l'autre. D'ailleurs, j'ai relayé une vidéo de Berkoff qui participe à une soirée privée d'une organisation pro-israélienne où il hurle en chantant Israël vivra, Israël vaincra. Voilà, et donc on a à Berkane lui aussi qui défend à la fois Attali et qui quand même a défendu assez clairement Zemmour. Donc là, on a une opposition autorisée qui se trouve à la jonction des deux. Et Jacques Attali, lui, qui fait semblant d'attaquer Éric Zemmour, ça ne l'empêche pas de poursuivre ses relations avec André Berkoff, qui, je répète, proche de Zemmour, de Goldnadel, etc.
Mais Berkoff ou même Zemmour, en fait, sont donc autorisés à tenir des discours que certains clairement n'ont pas le droit de tenir, hein. Je pense notamment à Alain Soral. Ou le général de Lavarde, que André Berkoff voilà. a attaqué violemment, parce que j'aimerais quand même ajouter une chose. Ils se sont tous mis à défendre André Berkoff quand il a été attaqué sur Sud Radio par un autre journaliste. Oui, nous défendons la liberté d'expression de Berkoff, etc. Ils sont tous mis, y compris à Berkane, mais ils oublient, et ça je l'ai rappelé, que Berkoff, lui, a été totalement opposé à la liberté d'expression du général de Lavarde. Il s'est mis à insulter, à cracher sur le général de Lavarde, comme l'a fait son ami Goldnadel. Donc ça prouve bien que ces gens-là monopolisent la liberté d'expression et retirent le micro à ceux qui ne sont pas de leur communauté médiatique, la communauté que vous connaissez bien. Ils leur enlèvent le micro quand ils exercent leur liberté, leur droit à la liberté d'expression. Mais je pose cette question parce que, en fait, ne prépare-t-il pas l'arrivée d'une droite nationale qui serait plus en phase avec le globalisme et la mondialisation, qui, à mon avis, pourrait très bien être portée par Éric Zemmour. Et en fait, je fais le parallèle avec ce qui s'est passé en Italie avec Giorgia Meloni, dont le parti Fratelli d'Italia est passé de à peu près 2% à plus de 25% en 4 ans. Il y a eu une véritable opération de communication médiatique pour la mettre en avant, alors qu'elle tenait des discours très durs, hein, contre l'immigration, qui peuvent être taxés du pire des populismes dans les rédactions occidentales. Et pourtant, elle a réussi à prendre le pouvoir. Il y a eu une passation de pouvoir qui s'est faite d'ailleurs avec Draghi de manière très fluide. Et des articles ont commencé à fleurir un peu partout en indiquant que ça a été finalement très compétente et que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Italie. Et on a vu au dernier G7 qu'elle a été main dans la main avec Ursula von der Leyen, avec Biden. Et donc on comprend bien, enfin, je pense que maintenant c'est assez clair que Giorgia Meloni, c'est une opération montée de A à Z pour capter la révolte populiste en Italie. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Alors, celle qui est en position en France, théoriquement, de jouer le rôle de Meloni, ce serait plutôt Marine Le Pen. Oui, mais Marine Le Pen est pro-russe. Enfin, elle a beaucoup d'acquaintances avec Oui, mais si peu comme Salvini en Italie. Oui, mais Berlusconi. oui, mais si on écoute les discours de Meloni avant d'être élue, notamment sur la Libye, etc., elle était sur une position très saine. Puis elle a fait un 180 degrés. Et voyant l'évolution de Marine Le Pen ces dernières années, on constate quand même qu'elle est très malléable et très, très sensible à la pression idéologique et médiatique. Donc elle a quand même changé de discours sur la Russie. Puis bon, il y a aussi Bardella qui est en train de monter en puissance au sein de son parti. Donc c'est possible, tout est possible. Je ne dis pas que Zemmour ne peut pas remonter en selle, etc. Mais il me semble que la marge de progression nécessaire pour accéder à la présidence est bien plus importante pour Éric Zemmour que pour Marine Le Pen. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, même quelqu'un comme Macron incarne cette double tendance. C'est-à-dire qu'à la fois néoconservatrice, choc des civilisations, on a oublié, mais ses discours sur les caricatures du prophète, la politique de son ministre de l'Intérieur Darmanin sur la charte des imams, etc. Je veux dire, il a mené une politique que même Sarkozy n'aurait pas osé mener. Mais on l'oublie parce qu'il a aussi son versant LGBT, etc. Oui, mais c'est les deux en même temps. Oui, mais c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il peut avoir un discours LGBT, globaliste, etc., tout en ayant un discours à la Sarkozy et à la Zemmour sur l'islam. Sur la décivilisation, c'est un terme qui vient de sortir au Conseil des ministres. Donc, que ce soit Macron, Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, ça ne va pas changer grand-chose à la politique menée en France. Il n'y a pas grand espoir Non, sur les tendances importantes. Non. Ce que ça peut avoir pour conséquence, c'est à la limite de dévoiler le jeu d'une certaine opposition,
fausse opposition. Mais moi, ce que je remarque depuis un moment, c'est qu'on est dans un État totalitaire avec un parti unique au pouvoir. Seulement ce parti unique au pouvoir, il a une aile gauche, Mélenchon, etc., et une aile droite avec Marine Le Pen, etc. Et on a vu que Zemmour, en fait, Zemmour, c'est un macroniste de droite. Quand on a vu écouter les discours de Zemmour sur la réforme des retraites, il est pour la réforme des retraites. Sur les violences policières, donc en fait les violences de la police transformées en milices privées par l'oligarchie, je veux dire, Zemmour a pris le parti des violences policières et donc de Macron. Pareil pour Marion Maréchal Le Pen. Son discours sur les manifestants est exactement le même que celui de Zemmour et de Macron. Donc en fait, le parti unique, il est déjà là. En fait, tout ce qu'on peut changer, c'est la figure qui loge à l'Élysée. Mais le système oligarchique avec un parti unique, une aile gauche et une aile droite, il est déjà là. Simplement, à l'avenir, on pourra voir si ce pouvoir perdure. Ce qu'on peut avoir, c'est une figure un peu plus à droite et une figure un peu plus à gauche à l'Élysée. Mais la politique globale ne change absolument pas. Et donc, est-ce que l'affrontement actuel entre l'Occident et la Russie peut éventuellement influer sur la situation française et peut-être voir émerger une véritable opposition? Alors ça, je le développe plus précisément justement dans mon dernier livre. Mais ce qu'on peut avoir dans les mois et années à venir, avec une victoire de la Russie contre l'OTAN dans cette guerre d'attrition, parce que c'est ça que mènent les Russes, c'est une guerre d'attrition à la fois humaine et matérielle, parce qu'ils sont en train d'épuiser aussi l'appareil militaro-industriel occidental. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un appareil militaro-industriel russe qui arrive à tenir tête à l'appareil industriel, militaro-industriel de tout l'Occident. À tel point... L'Occident qui n'a plus d'industrie. Qui n'a plus d'industrie, exactement. À tel point que la Russie, ce qu'a rapporté d'ailleurs Xavier Moreau, la Russie a été obligée d'aller chercher 300 000 obus en Corée du Sud et en Israël. Donc cette guerre d'attrition, les Russes sont en train de la gagner. Maintenant, la question à se poser, c'est quelle sera la conséquence d'une victoire finale de la Russie contre l'OTAN en Ukraine. Je dis bien en Ukraine, parce que le conflit peut s'élargir. Et on peut imaginer plusieurs scénarios. Et un des scénarios, ce serait une crise grave de l'Union européenne, une crise grave de l'OTAN, une délégitimation en cascade et des chutes de gouvernements européens. Parce qu'à cela s'ajoute la crise économique, énergétique, etc. Oui, et notamment, nous avons les élections américaines qui arrivent à grands pas, avec un retour en force de Donald Trump qui semble en grande forme et qui, lui, clairement, est sur une ligne isolationniste et qui pourrait signer un début de désengagement qu'il avait déjà initié. Mais là, comme il revient, je pense que ce sera peut-être plus facile pour lui. Un désengagement américain de l'OTAN et de l'Europe. Alors, déjà, pour terminer sur mon propos, ce qu'il faut voir, c'est si on est dans la grille schmittéenne de la distinction entre l'ami et l'ennemi, ce qu'on voit à l'échelle eurasiatique, disons Europe et Russie, c'est qu'on a des gouvernements européens qui sont pris en étau, théoriquement, mais peut-être que ça va être réel, entre d'un côté leur peuple contre qui ils sont en guerre et la Russie contre qui ils sont en guerre. Mener une guerre sur deux fronts, c'est-à-dire front intérieur contre leur propre population et front militaire en Ukraine contre la Russie, peut avoir pour conséquence grave de mettre en péril même physique les gouvernements qui essayent de monter leur propre population contre la Russie alors qu'ils sont en même en guerre contre leur propre population. Ce qui fait de la population européenne et du gouvernement russe des alliés objectifs. Maintenant, par rapport à Trump, on verra bien ce qui se passe, mais la nature des États-Unis, comme justement je l'explique dans mon dernier livre, est très particulière. Et ce qui fait que le mandat de Donald Trump a été, a été saboté tout au long. Et quand il voulait se faire obéir par l'armée américaine, retirer des troupes, etc., ses ordres et ses décisions n'étaient souvent pas suivis d'effet.
Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas la Maison-Blanche qui gouverne exclusivement. Vous avez le Pentagone, vous avez la CIA, et il arrivait que des commandants et des officiers donc, supérieurs de l'armée américaine contredisent les ordres de Donald Trump, notamment au Proche-Orient. Donc le retour de Donald Trump ne signifie pas, sinon il l'aurait fait lors de son premier mandat, un virage à 180 degrés de la politique américaine. Ce qu'il y a aux États-Unis, c'est une guerre civile froide au sommet du pouvoir. Ça, oui. Et cela peut avoir des conséquences, notamment peut-être dans la dislocation des États-Unis. Oui, et puis l'affaissement de la primauté du dollar, qui est de moins en moins utilisé dans le commerce international, avec en locomotive la Russie et la Chine, qui poussent vraiment à substituer leur monnaie locale au dollar. En fait, il y a un affaiblissement de l'oligarchie occidentale au sein de l'Occident parce qu'il y a un affaiblissement de l'hégémon états-unien à l'échelle du monde. Parce que l'oligarchie occidentale, judéo-protestante, chevauche l'hégémon états-unien. Or, il s'affaiblit, et de façon accélérée ces dernières années, grâce à l'avènement de grands centres de décision, de grands pôles géopolitiques, économiques et militaires. Donc, cela peut avoir des effets positifs pour les Européens. Mais ça peut aussi avoir des effets extrêmement graves à l'échelle du monde, c'est-à-dire que les États-Unis, qui croient en leur destinée manifeste, universelle et messianique, refusent leur échec, puisqu'il y a une vision religieuse de leur action à l'échelle mondiale, qu'ils refusent et qui nous entraînent dans une guerre nucléaire. Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Merci Youssef pour cet entretien. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Donc, je rappelle que le dernier livre de Youssef Indy vient de sortir, qui s'intitule Youssef, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État. Que vous pouvez trouver à peu près partout, librairie Vincent, et qui sera très bientôt disponible, si ce n'est pas déjà le cas, sur contreculture.com. Et je rappelle que tu fais la tournée des sections locales un peu partout en France. Le 27 mai à Colmar, le 17 juin à Nantes, le 1er juillet à Nice. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je suis sûr que ce sera passionnant. Merci Youssef, merci à vous tous. N'hésitez pas, si vous aimez notre travail, à nous soutenir via le financement participatif. Un don est toujours très précieux pour nous, pour continuer ce beau projet KERFM. Merci à tous, salut. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.